pouvoir d'agir et droits culturels. Alors d'abord quelques mots sur le pouvoir d'agir. Quelques mots, non pas une définition formelle, c'est un terme qu'on utilise maintenant beaucoup en France, mais c'est relativement nouveau. Et je suis un peu responsable du fait que d'un seul coup on l'utilise parce que c'est venu, l'histoire est très simple, hein, c'est venu en 2010, hein, c'est peu récent. Il y a eu dans le journal du dimanche un formidable article de Claude Dillain, qui était le maire de Clichy. Clichy est la commune de banlieue près de Paris, d'où était partie en 2005 la révolte des banlieues. Et une lettre pour dire simplement, mais de façon très ferme, tous les indicateurs sur l'état de dégradation économique, sociale, culturelle, de mise à l'écart du droit d'appartenance à la communauté nationale des populations des banlieues se sont aggravés depuis 5 ans, malgré la politique de la ville. Et donc on a fait beaucoup d'efforts, on a dépensé de l'argent, et ça ne marche pas, ou ça marche mal. Et aujourd'hui, les choses sont encore pires qu'avant. Attention, danger. Bon. Et cette lettre était formidable. Et moi, à l'époque, j'étais en responsabilité dans une association qui s'appelle la Fonda, qui est une association de soutien à l'engagement associatif et au rôle des associations dans la société. Et quand je vois ce texte, je me dis qu'il faut absolument que le monde associatif apporte son soutien à cette protestation des élus de villes de banlieue, qui en y réfléchissant me dit mais il manque une chose essentielle, c'est que les populations des banlieues ne sont pas seulement des gens qui ont des problèmes, ou des gens qui nous posent des problèmes, à nous, gestionnaires associatifs ou politiques ou administratifs, c'est des gens qui ont des ressources pas financières, puisqu'ils sont dans la très grande pauvreté, mais tout simplement des ressources humaines qui sont liées à leur expérience, ils vivent, et d'abord, s'ils ne faisaient pas des choses en matière d'initiative, d'intelligence, de capacité de coopération, de création de valeur par l'entraide, par l'imagination, l'intelligence, ils crèveraient s'ils ne meurent pas sur pied. C'est qu'ils font des choses et c'est qu'ils mobilisent des ressources personnelles pour agir. Et donc il faut absolument que nous, militants professionnels du social ou de l'économique ou du culturel, on intervienne non pas pour parler au nom de ceux qui ne parlent pas, pour faire pour les gens qui ont besoin de nous pour, mais de valoriser ce qu'ils sont capables de dire et de faire eux-mêmes, de reconnaître le savoir de l'expérience vécue des gens des banlieues et d'accompagner l'expression libre, autonome des populations et de le transformer, de les aider à transformer en capacité d'intervention dans l'espace public pour dire et faire les choses auxquelles ils croient et qui sont nécessaires parce qu'ils ont un savoir sur leur situation qu'aucun de ceux qui s'occupent d'eux ne possède comme de cette même façon. Donc il faut absolument arriver à construire un pouvoir. Sauf qu'à l'époque, pouvoir d'agir, je n'avais pas ça en tête. Alors tout bêtement, j'ai utilisé le terme anglais qui était très courant à l'époque, qui était empowerment, qui au sens de donner du pouvoir, d'accompagner l'acquisition du pouvoir par ceux qui n'en ont pas ou n'en ont pas suffisamment. Et donc j'avais fait un texte assez violent, de colère, en appui et que j'ai envoyé, puis je me suis dit, mais quelles sont les associations qui sont présentes dans les quartiers, qui sont les quartiers. Et en l'occurrence, y compris les grands réseaux d'éducation populaire, les grands réseaux sociaux traditionnels, il y en a très peu qui sont réellement présents dans les quartiers. De l'extérieur, ils agissent sur ou pour les quartiers. Ils ne vivent pas dans les quartiers. Alors, qui est-ce qui sont vraiment présents? Alors, j'avais cherché, il y avait les centres sociaux, il y avait des régies de quartier, il y avait des gens qui font de la prévention spécialisée, hein, et des associations de prévention spécialisée. Donc, j'avais trouvé 4-5 réseaux dont je savais qu'ils avaient au moins des gens qui vivaient dans les quartiers. Et j'aurais dit, voilà, ce texte, nous, moi, Fonda, voilà ce que j'ai envie je crois qu'il faut dire, qu'est-ce que vous en pensez? Et là-dessus, ils ont tous dit, mais tu as raison, il faut absolument qu'on change nos propres pratiques, notre regard sur notre métier et notre façon de l'exercer, par une reconnaissance de la dignité, du savoir et de la parole des gens qui vivent ces situations et qui sont capables de dire sur ces situations des choses que nous-mêmes, nous essayons de deviner en les écoutant,
Mais il faut que ça soit eux-mêmes qui... Donc il faut que nous-mêmes, nous soyons des accoucheurs d'un pouvoir qui n'est pas le nôtre. Bon. À partir de là, on s'est réunis et on a créé un collectif qui progressivement s'est étendu. Il a fallu créer une association, mais il n'est pas question que cette association ait un pouvoir sur ses membres. Donc c'est uniquement une association instrument. Et c'est un collectif qui est un collectif ouvert. On fait des assemblées générales parce qu'il faut faire des assemblées générales, parce qu'il faut arriver à dégager la substance d'une association. Mais cette association de moyens n'a aucun pouvoir, c'est l'assemblée générale, et l'assemblée générale ouverte viennent les gens qui sont concernés par l'action à conduire. Et elle est en permanence ouverte. Donc c'est une structure complètement, à la fois une structure molle, mais un réseau qui ne vit que grâce à la qualité de l'engagement de ceux qui sont dans le groupe. Alors ça, c'est le collectif pouvoir d'agir.